Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Comment est-ce que l'opinion a été au courant justement de l'entrée en guerre des Américains et de la résistance soviétique? Parce qu'a priori, les informations, on va dire, officielles n'en parlaient pas. Alors effectivement, vous avez différents types de moyens d'information à l'époque, la presse, les actualités cinématographiques, l'équivalent un petit peu des... C'est pâté, c'est ça? Voilà, c'était l'équivalent des journaux télévisés d'aujourd'hui, mais tout ça, c'est contrôlé par la censure. Et du coup, par les Allemands. Et effectivement, c'est intéressant à regarder d'ailleurs la rhétorique utilisée. On a toujours l'impression d'une victoire très prochaine du Reich. Bon, après, l'Allemagne ne peut pas taire l'entrée en guerre des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui est su. Et puis, très vite, justement, les Français comprennent que s'ils ne sont pas forcément tous résistants, loin de là, ils vont chercher quand même d'autres moyens d'information que les médias officiels. La presse clandestine est une façon d'avoir d'autres informations. Cette presse qui est publiée par les mouvements de résistance et qui, justement, s'efforce de contrer la propagande officielle. Et puis, il y a Radio Londres. Oui. On sait que même si c'était interdit, beaucoup de Français l'ont écouté, justement, pour avoir d'autres informations. Dans certaines régions, on arrive aussi à capter Radio Sautins, donc la Suisse. D'accord. Là aussi, la Suisse est le seul pays qui n'est pas occupé au cœur par le Reich en Europe. Donc, il y a des informations différentes qui circulent sur les médias suisses. Donc, on a quand même effectivement d'autres moyens d'information. Et puis, vous savez que la rumeur... Oui, bien sûr. Voilà. La rumeur reste, au cours de cette période, quelque chose de très important. De tout temps. Notamment ce phénomène, oui, de tout temps, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, etc. À l'époque, vous avez un phénomène hallucinant qui sont les queues. Les queues devant les commerces. Bien sûr. Parce que du fait de la pénurie, les gens vont faire la queue, comme aujourd'hui, on fait la queue pour, vous savez, acheter des places ou le dernier Harry Potter qui est sorti ou des places pour un concert. Vous avez des queues gigantesques qui se forment parce qu'on va être les premiers à la voir. Et bien, sous l'occupation, devant chaque commerce, chaque boulangerie, chaque épicerie, vous avez des queues comme ça qui se ferment parce que on se dit que au bout d'un certain nombre de clients, il n'y aura plus rien à donner. Donc, il vaut mieux être dans les premiers que dans les derniers. Et les queues sont un formidable moyen où les conversations circulent, un réseau social où l'information circule, et il suffit que parmi les personnes présentes, une seule ait écouté Radio Londres, mais elle va pouvoir diffuser à l'ensemble des personnes ce qui a été entendu, bien sûr. Donc, effectivement, le Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, c'est ça? Tout à fait. C'était tout à fait, Radio Londres, bien sûr. Donc, à quel moment les réseaux de résistance vont commencer à collaborer vraiment, non pas avec l'ennemi, mais avec les Anglais, avec les Alliés? À quel moment il va y avoir cette jonction? C'est très tôt, visiblement. Ah, mais c'est tout de suite. Tout de suite. Bien souvent, les réseaux de résistance ont même la connexion avant les Anglais, avant de l'avoir avec le général de Gaulle et la France libre. Ouais, d'accord. Pour une raison très simple. C'est que la France vaincue et occupée en 1940 devient une base allemande pour pouvoir attaquer la Grande-Bretagne. Bien entendu. Et la Grande-Bretagne qui se retrouve seule dans la guerre, à lutter contre le Reich et ses alliés, elle va chercher à développer un petit peu tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir des informations sur ce qui se trame dans les territoires occupés comme la France. Est-ce que les Allemands transportent des troupes, où se trouvent les bases militaires allemandes, etc. Voilà. Et puis, les Britanniques vont aussi très tôt penser la possibilité de développer des actions de guérilla derrière les lignes ennemies. C'est pour ça que Churchill crée en juillet 40 le fameux SOI, les services secrets britanniques, avec des agents qui vont être envoyés dans toute l'Europe occupée pour établir des contacts avec les organisations résistantes locales et pour collecter des renseignements et pour développer des actions. Effectivement, ce qui fait que certains des réseaux qui se créent en fait dès l'automne 40 ou le début de l'année 41, ce sont des réseaux qui travaillent directement pour les Britanniques. Le plus connu, c'est le réseau Alliance. Certainement le plus grand réseau de renseignement qui a existé en France, fondé à la fin 40 par le commandant Lustanao-Lako à Vichy. Et puis Lustanao-Lako est arrêté, donc c'est sa secrétaire, Marie-Madeleine Fourcade, qui lui succède à la tête du réseau.
Mais ce réseau de renseignement, qui a des antennes dans quasiment toutes les régions de France, des relais partout, pour collecter des informations stratégiques sur l'état des défenses allemandes, les bases sous-marines allemandes le long de l'Atlantique, voyez, eh bien, en fait, ce réseau travaille directement pour les Britanniques. En fournissant des plans, Tout à fait. Évidemment. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand les Allemands font construire le fameux mur de l'Atlantique, c'est les Français qui travaillent. Alors, c'est les grande Français. Majorité. Tout à fait. Bien sûr, ce sont des ouvriers français, même des entreprises françaises. Mm-hmm. Mais je dirais, alors c'est une chance pour les Allemands qui ont de la main-d'œuvre gratuite. Oui. C'est aussi une chance pour les réseaux, pour les Anglais, qui peuvent très facilement obtenir des informations sur l'état des défenses allemandes. Et il faut bien le dire, en fait, ça va jouer un rôle fondamental dans la réussite du débarquement. Les Alliés savaient absolument tout des défenses allemandes, en amont du débarquement. Bien sûr. Et c'était essentiel, évidemment, pour permettre au débarquement de réussir. D'abord parce que, on l'oublie souvent, mais pendant les mois qui vont précéder le débarquement, les Alliés vont pilonner les défenses allemandes, notamment les principales batteries, les principales positions pour les affaiblir. Et ils le font sur des renseignements qui leur sont donnés en général par la résistance française. Ils vont même faire un premier petit débarquement qui va être une catastrophe, d'ailleurs. À Dieppe. Mais qui va leur permettre justement de préparer le grand. Oui, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, l'état des plages, etc. Exactement. Cette histoire de Dieppe, là aussi, histoire méconnue, oui. elle est importante parce que ça va être une prise de conscience. En août 1942, c'est effectivement un petit peu la bissextrice de la guerre, le moment où le cours de la guerre commence un petit peu à changer, même si les Allemands restent encore à ce moment-là plutôt dominateurs. Mais commence à se préciser la nécessité à un moment donné de devoir débarquer en France. D'autant que Staline pousse à ce qu'un débarquement ait lieu sur le front de l'Ouest, un deuxième front, parce qu'il est en train, avec l'armée rouge, est en train de supporter seul l'effort de guerre sur le continent avec des pertes considérables. Alors Churchill, effectivement, va monter cette opération à Dieppe. On envoie un commando de plusieurs milliers de soldats, essentiellement des Canadiens d'ailleurs. L'idée, c'est pas tant de débarquer en réalité, c'est de tester les défenses allemandes, notamment en essayant de s'emparer d'un port. Parce qu'au départ, les Alliés ont bien conscience que pour qu'un débarquement réussisse, il faut pouvoir s'emparer d'un port. Exact. Avec la possibilité ensuite de faire accoster des bateaux avec des digues, pour toute la logistique. Et donc cette opération de Dieppe, elle est montée pour cela, pour voir dans quelle mesure on peut s'emparer d'un port. Or, c'est un fiasco, parce que les Canadiens sont rejetés à la mer. Et à ce moment-là, les Alliés, surtout les Britanniques, comprennent qu'il faut oublier l'idée de prendre un port. Parce qu'en plus, Dieppe, honnêtement, c'était pas un port avec des capacités suffisantes, mais un port plus important. Les Allemands ont transformé tous les ports en Festung, en forteresse. Donc, prendre un port, ça devient totalement illusoire. C'est pour ça que, en Normandie, les Alliés débarqueront loin des ports, à la grande surprise d'Hitler d'ailleurs, qui pense que du coup, c'est pas le vrai débarquement. Ils ont tout fait pour lui faire penser ça. Exactement. Et les Alliés ont pensé la possibilité d'utiliser des ports artificiels, les fameux mulberries, grande idée incroyable, notamment à Romanche, dont on peut encore voir aujourd'hui les vestiges. Mais comme ça règle la question du port, et c'est bien sûr la conséquence de l'échec de Dieppe. Alors, qui dit résistance dit contre-résistance. C'est l'Abwehr, c'est les services secrets allemands. Parce qu'il ne faut pas croire que la vie est facile pour les résistants. Évidemment, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui pense ça d'ailleurs, mais c'est un vrai combat quasi quotidien. Il faut se cacher des Allemands, il faut se cacher de tous les renseignements entre les agents, les faux agents. Tout à fait. Et là aussi, parfois on peut ironiser sur le fait que oui, les résistants étaient pas si nombreux que ça. Notamment ceux qui étaient engagés vraiment dans une résistance importante sur le terrain, dans des organisations. Mais il faut bien se rendre compte des risques que cela impliquait. La plupart des résistants avaient une durée de vie de moyenne de quelques mois de tomber
dans les mains ennemies, parce qu'évidemment, les Allemands, eux, craignent beaucoup la résistance française. Et ils la craignent, je dirais, dès 40. Dès l'été 40, ils la craignent même plus, finalement, que la réalité de... Une armée adverse. Alors, c'est pas tant ça, mais en fait, les Allemands ont un précédent, c'est 1871. Les francs-tireurs. Défaite de l'armée de Napoléon III à Sedan, capitulation de Sedan, défaite de l'armée régulière, mais sur tout le territoire se lèvent des bandes de francs-tireurs qui vont prolonger le conflit, en fait, pendant des mois. Voilà. Et en 40, les Allemands ont peur que cela se reproduise. On a bien quelques gestes au cours de l'été d'automne 40, des petits gestes de sabotage, de tir sur des soldats allemands, mais tout ça reste très isolé, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé en 1871. Mais les Allemands, tout de suite, parce qu'ils craignent le phénomène des francs-tireurs, vont imposer une répression terrible, impitoyable. Le moindre saboteur, même s'il a juste coupé un fil électrique, il est condamné à mort et exécuté. Voilà. Dès l'automne 40. Le premier résistant exécuté, d'ailleurs, c'est Étienne à Chavannes, le 6 juillet 40, qui avait saboté des câbles près d'un aéroport à Rouen. Voilà. Donc les Allemands, effectivement, font régner une répression impitoyable et ils ne veulent pas, au moment du débarquement allié, avoir à lutter sur deux fronts. C'est-à-dire sur les plages contre les Alliés et à l'intérieur contre des résistants qui se seraient emparés de territoires entiers. Donc ils vont tout faire pour infiltrer la résistance de l'intérieur en envoyant des agents, en s'appuyant sur des traîtres, etc. Et pour essayer de connaître cette résistance et pour la démanteler. Et d'ailleurs, il y a une source allemande qui est extraordinaire sur ce plan. C'est un rapport qu'écrit Ernst Kaltenbrunner. Donc c'est le chef du RHSA, l'ensemble des services de sécurité et de police à Berlin. Voilà, il a succédé à Himmler à ce poste. Et Kaltenbrunner rédige un rapport à destination d'Hitler en mai 1943 sur l'état de la résistance en France. Et il y a tout dans ce rapport. Les Allemands connaissent la création de l'armée secrète, ils connaissent le rôle joué par Henri Freinet, ils savent qu'il y a un envoyé du général de Gaulle, ils ne savent pas son nom, mais ils savent que dans la clandestinité, on l'appelle Max, qui est là en France pour unifier la résistance. Et effectivement, la répression allemande, elle fera que la résistance, c'est aussi une histoire de sacrifice avec des pertes considérables. Y compris au niveau des femmes, il y a eu beaucoup de femmes dans la résistance. Oui. Qui se sont parfois sacrifiées, il faut le dire. Oui, c'est un phénomène méconnu, alors qui s'explique aussi par le fait que en 40, on oublie souvent ça, mais 1,6 million d'hommes sont faits prisonniers de guerre. Exact. Et c'est des hommes qui ont entre 20 et 35, 40 ans. Donc les hommes dans la force de l'âge qui auraient dû incarner la résistance à ces débuts. Ils ne sont pas là, ils sont prisonniers de guerre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été envoyés en Allemagne. Et en l'absence des femmes, des hommes, bien souvent, les femmes vont jouer un rôle pionnier dans la résistance. D'où le rôle joué par Germaine Tillon à Paris, qui est vraiment une des résistantes pionnières, par Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général, et par d'autres femmes également. Elles sont très nombreuses au sein du mouvement Défense de la France, par exemple. Mais bien sûr, rôle très important des femmes.